Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une attaque qui fait perdre énormément d'argent à beaucoup de monde. Une personne vient de perdre 70 millions de dollars, mais ça vise tout le monde et du coup, vous êtes potentiellement victime ou plutôt cible de cette attaque. Je vais aussi vous parler d'un rapport que Visa vient de publier sur l'état des stablecoins. On va parler d'Edward Snowden qui met en garde le Bitcoin. On va parler de l'IR0, je vais vous parler de NFT, de pas mal d'autres sujets. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Alors au niveau du cours des crypto-monnaies, aujourd'hui on peut constater une légère baisse. On est 1% de baisse aujourd'hui globalement sur le marché. Bitcoin moins 1,3%, Ethereum moins 2,2%. Mais bon, ça n'a pas non plus énormément bougé. Je vous rappelle aussi que vous avez toujours 10 € offerts sur le partenaire de la chaîne Bitvavo. C'est un exchange européen qui offre 10 € à l'inscription. Il suffit de réaliser votre KYC et de déposer 10 € pour recevoir 10 € sur la plateforme. N'hésitez pas à passer par mon lien dans la description. Alors, je vous ai dit une arnaque qui cible énormément de monde. Il y a une personne qui vient de perdre 70 millions de dollars en envoyant 70 millions de dollars à l'attaquant lui-même. Il a lui-même fait cette transaction, mais pourquoi il a fait cette transaction? Parce qu'il a été victime d'une attaque qui s'appelle adresse poisoning, donc un empoisonnement des adresses, un empoisonnement de l'historique plutôt des adresses. C'est quelque chose que j'évoque d'ailleurs dans ma formation que j'ai publiée il y a un certain temps. Vous avez le lien dans la description sur la finance décentralisée et je parle de sécurité aussi. Mais regardez, cette adresse poisoning, comment ça marche? Imaginons que vous êtes un utilisateur sur Ethereum ou sur une autre blockchain similaire et vous réalisez une transaction. Là, l'exemple qui a été montré, c'est une personne qui envoie 100 USDC à une adresse. Vous voyez l'adresse ici, ça commence par 0xD7, ça se termine par 7403. Et quelques minutes après ou une minute après, il y a une transaction extrêmement similaire qui apparaît avec un champ from qui est quasiment le même et une adresse de destination qui est quasiment la même. Regardez, on peut voir ici 0xD7 F3, ça ressemble, mais le token est différent. Aussi, on a ERC20 USDC alors que le vrai token c'est USDC. Ça, ce qu'on voit ici, c'est une fausse transaction qui a été envoyée par un attaquant. Et les attaquants, ils ciblent plein de personnes comme ça. Et l'idée, c'est que cette adresse que vous voyez ici, c'est pas exactement l'adresse, c'est pas la même adresse que l'adresse en verte. Il y a les caractères qui sont plus les mêmes à partir du 4e ou du 5e caractère. Ici, vous voyez, on a F3773, ici on a F38D. Et pareil à la fin, c'est pas la même adresse au milieu. Et c'est très difficile de s'en rendre compte parce que certaines fois, les navigateurs ou Etherscan ou autres ne montrent que les 4 premiers, les 4 derniers caractères ou des choses, voilà, que le début. Du coup, c'est très facile d'être victime de tout ça si jamais vous prenez les transactions ou plutôt les adresses dans vos transactions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas utiliser l'historique des transactions passées et faire un copier ici pour ensuite envoyer de l'argent sur une adresse donnée. Il faut tout simplement vérifier les adresses dans MetaMask, dans Rabi, au niveau des adresses de contact. Ou par exemple, si vous voulez envoyer de l'argent sur un exchange, connectez-vous sur l'exchange et regardez l'adresse qu'il y a dans l'exchange et ne vous contentez pas d'aller voir l'historique parce qu'il y a clairement un risque à ce niveau-là. Rabi prend des précautions en vous informant quand vous interagissez avec une adresse avec laquelle vous n'avez jamais interagi, mais c'est pas le cas des autres wallets. Donc voilà comment cette personne vient de perdre 71 millions de dollars de WBTC. Donc c'est du Bitcoin qu'il avait sur le réseau Ethereum qu'il a complètement perdu sans aucun moyen de récupérer les fonds. Ensuite, je voulais vous parler de Visa. Ils viennent de publier un rapport qui indique que 90% des transactions de stablecoin sur Ethereum, Tron, Solana sont en fait des transactions qui ne sont pas organiques, qui sont, on va dire, pas humaines. Ce ne sont pas réellement des humains qui sont à l'origine de ces transactions. Alors, il faut juste un peu voir le contexte dans lequel Visa a sorti ce rapport. Il y avait pas mal de rapports dernièrement comme quoi les transactions de stablecoin commençaient à se rapprocher du volume des transactions Visa et des transactions par CB. Et du coup, Visa est sorti pour dire non, mais écoutez, c'est pas la même chose, c'est pas comparable, c'est pas vraiment des humains qui réalisent ces transactions, alors que nous, c'est des humains qui payent avec des cartes bancaires. Alors oui, ils ont en partie raison, et ils le disent parce que en fait, effectivement, c'est pas forcément des humains qui font les transactions, c'est certaines fois des bots d'arbitrage, c'est certaines fois des market makers, des gens qui sont là pour apporter de la liquidité de manière dynamique sur le marché en fonction de transactions d'humains. Mais au final, c'est bien des humains qui sont à l'initiative des transactions, mais après, il peut y avoir une transaction humaine pour 2 transactions de bots de trading qui font de l'arbitrage. Donc oui, c'est vrai, mais limite, peu importe, je pense que le volume de transactions stablecoin va faire que croître, ça va dépasser le volume de transactions CB et on parlera même pas de tout ça. Et je pense que
façon, les divers émetteurs de CB sont en train de s'intéresser aux cryptos et petit à petit, tout ça, ça va fusionner. On paiera, d'ailleurs on le fait déjà dans certains cas, mais on paiera avec les cryptos avec une carte Visa et ça posera de problème à personne. Et c'est déjà le cas d'ailleurs, il y a plein de services similaires qui offrent ce type de choses. Donc bon, oui, ok, 10% à peine sont vraiment des transactions humaines, mais ça ne change pas grand-chose pour moi à l'adoption des cryptos et des stablecoins. Ensuite, on a Edward Snowden qui est en train de mettre en garde les développeurs du Bitcoin. Je vous montre le tweet, et là on a la version traduite. Il dit: cela fait 10 ans que je préviens les développeurs du Bitcoin que la confidentialité doit être assurée au niveau du protocole. C'est le dernier avertissement, l'horloge tourne. Il a dit ça en référence à Wasabi Wallet. Je vous ai parlé de Wasabi Wallet et des fondateurs qui avaient été arrêtés. Et là, ils ont annoncé qu'ils allaient fermer leur service. C'est un wallet qui permettait d'avoir une couche de confidentialité sur le Bitcoin. C'est quelque chose qui n'est pas disponible par défaut sur le Bitcoin, malheureusement. Et c'est ce qui fait que les divers services qui sont en train d'offrir cette confidentialité sont en train d'être stoppés par les gouvernements. Pareil sur Ethereum, c'est pas par défaut dans le protocole et du coup on a Tornado Cash, ça a été quasiment stoppé, en tout cas très difficile d'interagir avec lui et on a plein d'autres protocoles qui risquent de subir quelque chose de très similaire. Je suis d'accord avec ce que dit Edward Snowden, si c'est pas dans le protocole, ça va être très difficile de stopper. C'est peut-être malheureusement trop tard. On a vu certaines cryptos qui sont par défaut dans le protocole avec cette couche de confidentialité qui sont en train d'être supprimées petit à petit des exchanges comme Monero. Mais bon, j'espère que ça va se faire d'une manière ou d'une autre, peut-être avec une solution de niveau 2 sur Ethereum, comme Aztec qui va apporter une couche de confidentialité et qui ne pourra pas réellement être censurée, parce qu'on pourra toujours interagir avec Ethereum, mais au sein d'Ethereum, il y aura cette solution de niveau 2. Je ne sais pas, honnêtement, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais si ça peut être intégré au niveau du protocole, c'est clairement la meilleure des choses, mais malheureusement, on n'y est pas du tout encore. Ensuite, on a Layer 0, donc Layer 0, le protocole qui permet de faire des bridges pour simplifier les choses, qui ont annoncé leur airdrop, le snapshot a été fait, et surtout, ils ont annoncé un mécanisme pour pouvoir pour pouvoir dénoncer les personnes qui ont des comptes, des adresses Sibyl. C'est-à-dire les adresses Sibyl, c'est les personnes qui ont plusieurs comptes, qui ont 15 comptes, 100 comptes, 1000 comptes. Eux, ils ont dit on cible juste vraiment le farming industriel. Mais concrètement, là, ils ont dit, même si vous êtes un simple utilisateur Sibyl et que vous avez plein de wallets, venez vous dénoncer, récupérez 15% de votre airdrop. Et si vous dénoncez pas et qu'on vous détecte, vous aurez 0%. Donc voilà, c'est une stratégie assez bizarre. Il y a plein de personnes qui sont incitées à venir dénoncer les autres personnes. Et c'est assez étrange. Surtout, ils ont dit que les personnes étaient considérées comme Sibyl du moment où ils utilisaient certaines applications comme Merkly, alors qu'elles peut dans certains cas être utilisé de manière légitime. Enfin bon, c'est beaucoup de bad buzz autour de cet airdrop. Malheureusement, il y a de plus en plus de bad buzz et de drama. À chaque fois qu'il y a un airdrop, les utilisateurs sont pas contents. Ensuite, les projets changent les choses. On l'a vu dernièrement avec Eigenlayer, on l'avait vu avec Etherfi, on le voit vraiment quasiment tout le temps. Il y a ce changement sur Renzo aussi, toujours. Dès que ça sort, les gens sont pas contents et finalement l'équipe s'adapte. On va voir si Layer 0 change les choses. Ensuite, on va parler de Moonbird. Je vous avais parlé de Moonbird et de leur changement de licence. Moonbird, le projet NFT lancé par Kevin Rose, qui a été vendu ensuite à Yuga Labs. Ils ont annoncé qu'ils allaient abandonner la licence CC0, qui est en fait Creative Commons 0, ou une licence où quasiment il n'y a plus de droit d'auteur en fait. N'importe qui peut faire n'importe quoi avec les divers NFT. Ils ont dit à partir de maintenant ça change. Après, les gens leur ont dit, mais c'est pas possible, on peut pas enlever cette licence comme ça, c'était dans la nature, comme ça, pendant un certain temps, les gens ont fait déjà ce qu'ils voulaient avec ces images, et vous n'avez pas le droit de changer ces licences. Et effectivement, ils ont dit, oui, en effet, ce changement de licence va surtout s'appliquer aux NFT version 3D, les avatars 3D de Moonbird qui vient de sortir. C'est quelque chose qu'on m'avait dit dans les commentaires, effectivement, je le retrouve ici. Donc bon, les images NFT, la pixel, ça va rester, je pense, CC0, mais les avatars 3D, eux, ils vont directement passer en licence, comme pour les Bored Ape Yacht Club, où il faut avoir le NFT pour pouvoir faire ce que vous voulez de l'image en question. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.